Arrêtez-vous une seconde et levez les yeux vers le plafond. Si vous êtes dans un appartement moderne, au-dessus de vous se trouve une dalle de béton qui repose sur les murs porteurs. Tout est logique, tout est clair. Et maintenant, transportez-vous mentalement dans n'importe quel palais soi-disant du XVIIIe ou du XIXe siècle. Dans ces mêmes salles où l'on nous raconte des contes de fées sur les bals, les mazurkas et les perruques poudrées. Regardez ces espaces. Une salle de 500, 600 et parfois 1000 mètres carrés. Un espace unique. Et le plus important, pas une seule colonne. Pas une seule poutre de soutien au centre. Juste un vide géant, couvert de quelque chose par-dessus. Vous êtes-vous déjà demandé comment cela était possible du point de vue de la physique et des matériaux de cette époque? On nous ment effrontément en pleine face et nous arpentons les musées la bouche bée, sans même essayer d'activer notre pensée critique. L'histoire officielle craque de toutes parts. Il suffit de prendre une calculatrice et un manuel de résistance des matériaux. On essaie de nous convaincre que tous ces volumes gigantesques ont été construits par des gens qui se déplaçaient à cheval, éclairaient leur demeure à la chandelle et soignaient les rhumes par saignée. Sérieusement? Croyez-vous qu'une civilisation ignorant l'électricité et les moteurs à combustion interne pouvait résoudre des problèmes d'ingénierie qui, même aujourd'hui, exigent des calculs informatiques des plus complexes et l'emploi d'acier haute résistance? Laissons de côté la pellicule des manuels d'histoire et regardons les faits d'un œil sec, technique. Prenons une salle de palais typique. La portée fait souvent 20, voire 30 mètres de large. Pour franchir une telle portée sans appuis intermédiaires, il ne suffit pas d'une simple poutre. Il faut une ferme des plus complexes. Officiellement, on nous dit qu'ils utilisaient du bois. Des poutres en bois. Mais n'importe quel ingénieur du bâtiment vous dira que le bois est un matériau capricieux. Un tronc de 30 mètres n'existe pas dans la nature en quantité commerciale. Donc, ce sont des constructions composites. Mais une poutre en bois composite de cette longueur, sous son propre poids, produira un affaissement tel que le plafond vous tombera sur la tête encore à l'étape de la construction. Et pourtant, sur ces plafonds pendent des lustres, des monstres en bronze, pesant 1,5 tonnes à 2 tonnes. Et la moulure, des tonnes de plâtre. Comment les planchers en bois du XVIIIe siècle supportent-ils cette charge colossale pendant des siècles, sans fléchir d'1 centimètre? Où sont les traces de pourriture? Où sont les déformations? Ou veut-on nous dire qu'à l'époque, poussaient d'autres arbres, à la densité du titane? Mais allons plus loin. Supposons que ce ne soit pas du bois. Supposons que ce soit des voûtes en briques. Un système en arc. Parfait. Mais une voûte en arc crée une poussée colossale. Elle exerce une pression non seulement vers le bas, mais aussi latéralement, en essayant d'écarter les murs. Pour retenir une telle voûte large de 20 mètres, les murs doivent avoir une épaisseur de 3-4 mètres. Ou bien il doit y avoir des contreforts puissants, des appuis extérieurs, comme dans les cathédrales gothiques. Mais nous regardons les façades de ces bâtiments et nous voyons des murs élégants, d'immenses fenêtres, un minimum de maçonnerie aveugle. Où va la charge? Comment ces boîtes ne se sont-elles pas effondrées comme des châteaux de cartes il y a déjà 200 ans? La physique est la même pour tous. La loi de la gravitation universelle ne peut être abolie par un décret impérial. Donc, soit nous ignorons quelque chose sur la structure de ces bâtiments, soit ils n'ont pas été construits avec ce qu'on nous raconte. Soit, et c'est le plus terrible, ils n'ont pas été construits par ceux qu'on nous représente sur les portraits avec des tricornes. Regardez l'échelle. À quoi servent donc de telles salles? La version officielle, pour les bals et les réceptions. Imaginez le chauffage d'un tel volume. La hauteur sous plafond, 8, 10, 12 mètres. Le volume d'air dans une telle salle.
c'est 5-6 000 mètres cubes. En hiver, à -30, avec des cheminées. Vous êtes sérieux? La thermophysique nous dit que le rendement d'une cheminée est proche de 15%. Toute la chaleur s'envole dans la cheminée. Pour chauffer cet hangar jusqu'à une température acceptable de plus 18 degrés, il faudrait brûler des convois de bois quotidiennement. Qui les coupait? Qui les transportait? Où étaient les entrepôts pour ces montagnes de combustible? Les sous-sols des palais n'ont pas la place pour une telle quantité de bois. Et la suie? Des milliers de bougies, des cheminées. Les plafonds auraient dû noircir en une semaine. Mais ils rayonnent d'une pureté virginale. Et les restaurateurs ne font que balayer la poussière. Donc, le système de chauffage était fondamentalement différent. Pas au bois et pas au charbon. Nous arpentons ces salles et nous nous sentons comme des Lilliputiens dans le pays des géants. Tout ici crie que ces constructions sont fonctionnellement superflues pour les gens du 19e siècle. C'est comme utiliser un porte-avions moderne comme bateau de pêche. Oui, il est pratique de pêcher des carassins depuis le pont. Mais on ne l'a clairement pas construit pour ça. D'immenses portes dont les poignées se trouvent au niveau de votre visage. Des marches sur lesquelles il est inconfortable de monter pour une personne de taille moyenne. Des fenêtres gigantesques qu'une seule personne ne peut pas ouvrir. C'est un absurde technologique. Une absurde, si l'on croit que le commanditaire était un homme ordinaire mesurant 1,70 m. Mais si l'on admet que ces bâtiments nous sont parvenus en héritage d'une civilisation complètement différente, tout s'explique parfaitement. Nous nous sommes simplement installés dans des boîtes vides, avons fait une rénovation cosmétique, avons accroché nos portraits et avons inventé de belles légendes sur de grands architectes dont les noms surgissent miraculeusement seulement dans les archives papier, mais dont nous ne savons rien de leur véritable méthode de construction. Réfléchissez à ceci. La construction est toujours un reflet de l'économie et de la démographie. On nous dit que la population des villes au XVIIIe siècle se comptait par dizaines de milliers de personnes. Par dizaines, pas par millions. Et maintenant, comparez le volume des travaux de construction avec le nombre de bras de travail. Pour ériger un seul tel objet, il faut des milliers de maçons qualifiés, de charpentiers, d'ingénieurs. Pas des serfs avec des pelles, mais des professionnels. Où vivaient-ils? Qu'est-ce qu'ils mangeaient? La logistique d'une telle construction sans chemin de fer ni camion, c'est un cauchemar nocturne. Livraison des matériaux en charrette? Des millions de tonnes de pierres et de briques? Calculez la capacité de passage du transport hippomobile. Si on mettait les charrettes en file, l'embouteillage s'étendrait de Paris à Vladivostok. Les chiffres ne collent pas. L'histoire officielle craque précisément sur les chiffres. On nous peint un beau tableau, mais dès qu'on creuse dans les devis, les volumes, les heures hommes, le tableau s'effondre en poussière. Nous nous tenons au milieu de ces salles vides, dépourvues de colonnes, et nous ne voyons pas l'essentiel. Que ces salles sont des locaux techniques. Ce sont des salles des machines. Ce sont des ateliers. Ce sont des hangars pour quelque chose que l'on nous interdit de savoir. L'absence de colonnes n'est pas un caprice esthétique d'un architecte qui voulait réjouir l'impératrice d'un espace ouvert pour danser. C'est une exigence technique stricte pour placer un équipement de grande taille ou des processus dont nous avons oublié. Ou, ce qui est plus probable, qu'on nous a forcés à oublier. Regardez les gares. Là aussi, d'immenses portées sans colonnes. Pourquoi? Pour que les trains puissent entrer. Et qu'est-ce qui entrait ou volait dans les salles des palais? Ou qu'est-ce qui se tenait là, vibrant et produisant de l'énergie, jusqu'à ce qu'on le démonte, transformant un objet technologique en musée pour les visites guidées? Nous commençons seulement à gratter la surface de ce mystère. Et plus nous avancerons, plus il sera terrifiant de réaliser dans quel profond puits de mensonges nous vivons.
plongeons dans le squelette de ces monstruosités architecturales, car c'est là que se cache le diable que les gardiens des versions officielles protègent si jalousement. Nous regardons les plafonds peints, les fresques avec des angelots, mais qu'y a-t-il derrière? Qu'est-ce qui soutient cet horizon qui s'étend sur des dizaines de mètres au-dessus de nos têtes? La réponse que nous trouvons souvent lors de reconstructions ou d'incendies choque. Du métal industriel, structural, des poutres en doubleté, des fermes rivetées, des nœuds de connexion des plus complexes. Et c'est ici que commence la véritable schizophrénie historique. Regardez les dates de construction de nombreux palais et manèges à immenses dalles sans appui. Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. Et maintenant, ouvrez l'histoire de la métallurgie. L'ère du métal de masse, bon marché et de qualité, a commencé seulement dans la seconde moitié du XIXe siècle avec l'invention du convertisseur Bessemer et des fours Siemens-Martin. Avant cela, four à bas fourneau, affinage en Blooms, c'était de l'artisanat. C'était cher, lent, et cela donnait un métal de basse qualité, inhomogène, fragile. D'où viennent les milliers de tonnes de laminés de haute qualité dans les dalles de bâtiments prétendument construits à l'époque de Pouchkine? Pour couvrir une salle de 500 mètres carrés sans colonne, il faut une ferme métallique. Le bois sur de telles portées, comme nous l'avons déjà établi, ne fonctionne pas. Mais si c'est du métal, où sont les usines? La production d'une telle quantité de fer exige des complexes industriels gigantesques, des combinats minéraux-métallurgiques, une logistique établie du charbon. Ce n'est pas la forge de l'oncle Vania en périphérie du village, où l'on frappe à coups de marteau sur une pièce chauffée à blanc. C'est une industrie de niveau XXe siècle. On nous dit que le métal était cher, qu'on l'économisait, mais nous ouvrons les sols de vieux bâtiments et nous y voyons des rails. Des rails utilisés comme armature, dans des bâtiments construits avant l'apparition des chemins de fer. Comprenez-vous l'absurdité de la situation? Les constructeurs utilisaient le high-tech déficitaire et précieux de l'époque comme du rebut, en le noyant simplement dans du béton et de la brique. Cela n'est possible que dans un cas, si ce métal était en abondance, s'il était moins cher que la boue, ou si c'était des restes de quelque chose d'autre qu'on démantelait pour un usage secondaire. Faites attention au boulonnage. Il n'y avait pas de soudure. Tout est tenu par des rivets ou des connexions filetées. Avez-vous déjà essayé de visser un écrou de 10 cm de diamètre fait à la main? Sans standardisation de la filetage? Chaque paire boulon-écrou devait alors être unique, ajusté individuellement. Et là, il y en a des milliers de fixations métalliques identiques, standardisées. C'est une production en série. Ce sont des machines-outils à commande numérique ou leur équivalent. Usiner manuellement 10 000 boulons identiques avec une tolérance micrométrique est impossible. Et les rivets? Des millions de rivets dans les ponts et les dalles de cette époque. Le rivetage, c'est un travail infernal et un vacarme assourdissant. Il faut des marteaux pneumatiques. On nous peint des images où des hommes en laptis tapotent avec de petits marteaux sur les têtes chauffées à blanc. Essayez de riveter ainsi une ferme de portée 30 mètres à une hauteur de 20 mètres. C'est un non-sens technologique. Allons plus loin. Le verre. Les immenses fenêtres des salles de palais. La lumière. C'est la seule chose qui pouvait éclairer de telles profondeurs avant l'électricité. Mais regardez la taille des vitres. Ce sont des panneaux entiers de 2-3 mètres de haut. La technologie du verre flotte, permettant de couler le verre sur de l'étain fondu et d'obtenir des grandes feuilles parfaitement planes, n'est apparue qu'au milieu du XXe siècle. Avant cela, on soufflait le verre en cylindre, on le coupait et on le déroulait. On obtenait de petites feuilles tordues, opaques, le fameux verre lunaire. D'où viennent donc dans les palais du XVIIIe siècle les vitrages de vitrines à transparence et géométrie idéale? On nous dit « il est polissé à la main ».
Sérieusement? Polir des milliers de mètres carrés de verre à la main avec du sable et du chiffon jusqu'à une perfection optique, c'est des millions d'heures hommes. Le coût d'une seule fenêtre équivaudrait au budget d'une petite ville. Mais il y en a des centaines. Et elles sont là comme si de rien n'était. Cela signifie que les constructeurs avaient accès à du verre laminé en feuilles, une technologie qui officiellement n'existait pas. Et la brique? Parlons des murs qui soutiennent ces salles vides. Des milliards de briques, géométrie parfaite, tampons d'usine. La maçonnerie de briques, c'est du mortier. Le mortier à la chaux gagne en résistance sur des décennies. Pour construire un bâtiment haut comme un immeuble de 10 étages en briques sur chaux, il faut faire des pauses pour que les couches inférieures durcissent et ne coulent pas sous le poids des supérieures. Mais ces palais étaient érigés en 2-3 ans, en gros œuvres, comme on l'écrit dans les rapports. C'est impossible avec un mortier à la chaux. Les murs se seraient simplement écartés comme de l'argile humide. Donc, ils utilisaient du ciment, mais le ciment Portland a été inventé plus tard. Ou bien ils utilisaient du béton géopolymère, que nous appelons pudiquement aujourd'hui pierre artificielle ou béton romain, une technologie de coulage des murs et non de maçonnerie. Alors on comprend d'où vient une telle vitesse, une telle monolithivité. Nous voyons des joints, un jointoiement imitant la brique, mais souvent c'est juste une décoration appliquée sur un enduit frais, cachant un noyau monolithique. On nous trompe même là-dessus. On nous vend de la décoration pour de la structure. Et la question principale pour les salles sans colonnes, l'acoustique. Dans de tels volumes, revêtus de pierre et de plâtre, l'écho devrait résonner 5 à 7 secondes. La parole se transforme en bouillie, la musique en bourdonnement. Sans traitement acoustique moderne, sans panneaux absorbants de son, organiser des bals ou des assemblées là-bas, c'est une torture pour les oreilles. Vous n'entendrez pas votre interlocuteur à 2 mètres de vous. Mais on nous parle d'une excellente acoustique. Donc soit les salles étaient remplies de quelque chose qui étouffait le son, les tapis et les tapisseries ne suffiraient pas pour un tel volume, soit, à l'origine, ces locaux n'étaient pas destinés à abriter des gens et des conversations. Le ronflement des turbines dans une salle des machines, voilà ce qui y résonnait organiquement. La vibration des mécanismes, pour lesquels étaient nécessaires ces sols solides et ces immenses portées. Nous regardons ces bâtiments et nous voyons le décalage entre la forme et le contenu. C'est comme si des papous trouvaient un ordinateur portable abandonné et l'utilisaient comme planche à découper. Pratique? Tout à fait. Plat, dur. Mais il n'a pas été créé pour couper des bananes. De même, nous utilisons ces palais comme musées et administrations sans comprendre que nous sommes assis à l'intérieur d'appareils techniques des plus complexes, dont on a barbariquement arraché la garniture intérieure. Et cela a été fait, en juger partout, au milieu du XIXe siècle, pendant la soi-disant reconstruction, qui ressemblait plus à un nettoyage de traces. L'histoire officielle de la construction de ces objets, c'est un recueil de contes pour enfants d'âge préscolaire. L'architecte Untel l'a construit. Une seule personne a dessiné, et cela s'est construit. Sans résistance des matériaux, sans grue, sans usine de béton préfabriqué, simplement par la force de la pensée et les coups de fouet sur le dos des serfs. Assez de croire à cette absurdité. Derrière chaque tel bâtiment se trouve une base industrielle puissante, dont les manuels se taisent. Et cette base était globale. Nous voyons les mains de technologie à Saint-Pétersbourg, à Paris, à Washington, à Melbourne. Un standard unique, un style unique, un monde unique, qui a été effacé. Maintenant que nous ayons analysé l'absurdité ingénieriale des dalles
et l'impasse métallurgique, jetant sur le plateau de la balance le poids le plus lourd, la mathématique démographique et logistique. C'est ce domaine où l'histoire officielle ne boite pas seulement, elle est en coma. Prenez les données officielles des recensements de n'importe quelle grande ville du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. On nous dit que dans les capitales vivaient 100, 200, au maximum 300 000 personnes, y compris les bébés, les vieillards, les soldats de la garnison et les nobles qui ne levaient rien de plus lourd qu'un verre de vin. Et maintenant, regardez le volume de la construction. Ce ne sont pas seulement les palais avec leurs salles sans appui. Ce sont les quais revêtus de granit, ce sont les ponts, ce sont les cathédrales, ce sont des kilomètres de maisons de rapport. Pour construire un tel volume d'immobilier que nous voyons sur les anciennes gravures et photographies, il faut une armée d'ouvriers dépassant plusieurs fois la population officielle de la ville. Faisons le calcul. Un maçon pose un certain nombre de briques par jour. C'est une constante. Pour ériger les murs d'un seul complexe palatial en 3 ans, il faut, disons, 2000 maçons. Et encore des manœuvres, des mortiéristes, des charpentiers, des couvreurs, des plâtriers. Multipliés par le nombre de bâtiments construits simultanément. Il en résulte que chaque 2e habitant de la ville, y compris les nourrissons, devait se tenir sur les échafaudages avec sa truelle. Et qui cuisait le pain? Qui cousait les vêtements? Qui ramassait le fumier des rues? Qui servait dans l'armée? L'économie d'une ville, c'est un équilibre complexe. On ne peut pas envoyer tout le monde sur les chantiers. Si nous acceptons les chiffres officiels de population, les délais de construction de ces objets gigantesques devraient s'étendre sur des siècles. Mais on nous dit « construit en 5 ans ». C'est un mensonge. Soit la population était 10 fois plus grande, soit on construisait non pas à la main, mais avec des machines. Soit, et c'est le plus probable, les villes étaient déjà prêtes. Regardez le problème d'approvisionnement. C'est la bombe qui fait voler en éclats la version du bâtiment en l'aptis. Pour nourrir une armée de constructeurs capables d'ériger de telles masses, il faut des complexes agro-industriels. Il faut des réfrigérateurs industriels pour que la nourriture ne pourrisse pas. Il faut un chemin de fer pour acheminer le grain et la viande. Avec des charrettes, vous ne nourrirez pas une métropole en pleine construction intensive. Le cheval mange une part significative de la charge qu'il transporte, si la distance dépasse une certaine limite. Le rayon logistique du transport hippomobile est extrêmement court. Les villes millionnaires, et par le volume de pierre, ce sont des villes d'une civilisation millionnaire, ne pouvaient physiquement pas exister et se construire à l'avoine et au foin. Elles se seraient noyées dans leurs propres déchets et seraient mortes de faim en un hiver. Et maintenant, regardez sous vos pieds, littéralement. Approchez-vous de n'importe quel palais avec une salle de bal et regardez les fenêtres des sous-sols. Des fenêtres complètes qui s'enfoncent dans le sol. On nous dit « c'est ainsi qu'ils construisaient pour éclairer les sous-sols » ou « la couche culturelle s'est accumulée ». Quelle couche culturelle? 3 mètres de boue? D'où vient-elle sur les rues pavées? Les gens ne balayaient-ils pas pendant des siècles? Et pourquoi les fenêtres de sous-sol ont-elles la même architecture que celles des étages supérieurs? Pourquoi y a-t-il des portes murées de briques qui mènent nulle part, dans le sol? Cela crie que nous marchons sur les toits ou sur les seconds étages de bâtiments qui ont été ensevelis. Catastrophe globale, déluge, glissement de terrain, appelez-le comme vous voulez. Des masses énormes de sol ont recouvert les premiers étages. Ces mêmes salles sans colonnes dont nous admirons se trouvaient peut-être au 3e ou 4e étage de complexes gigantesques d'une civilisation antédiluvienne. Cela explique la hauteur absurde des plafonds. Si le bâtiment est enseveli de 5 à 7 mètres, les proportions changent. Ce que nous considérons comme le sol du premier étage était une dalle entre étages. Et où est l'entrée? Pourquoi les entrées principales nécessitent-elles souvent la construction d'immenses perrons et escaliers extérieurs?
parce que les entrées originales sont restées sous terre. Nous sommes une civilisation de squatteurs. Nous nous sommes installés dans les ruines, avons déterré les sommets, avons ajouté des cabines en bois d'entrée, avons percé de nouvelles portes là où se trouvaient les fenêtres du 2e étage, et avons appelé cela notre héritage. Nous ne comprenons même pas la destination de ces salles. Nous y installons des musées, parce que nous ne savons pas comment allumer cette machine. Rappelez-vous l'absence de toilettes et de salles de bain dans les palais. On nous dit « les rois allaient au pot derrière un paravent ». Croyez-vous que des ingénieurs, ayant conçu une portée sans appui de 30 mètres, n'auraient pas pu inventer un système d'égouts? C'est ridicule. À Rome, il y avait des égouts. Et au 19e siècle, on aurait oublié? Non. Simplement, les systèmes de subsistance de ces bâtiments étaient différents. Peut-être ont-ils été détruits ou cachés dans ces mêmes étages ensevelis. Ou bien ces bâtiments n'étaient pas destinés à l'habitation dès l'origine. Personne ne construit de toilette à l'intérieur d'une cabine de transformateur ou à l'intérieur d'un serveur. Si les palais sont des stations techniques, des usines de production d'énergie éthérique ou des nœuds de communication, alors l'absence de toilette est logique. Les gens n'y vivaient pas. Ils venaient là pour entretenir l'équipement. Et voici un autre fait qui donne la chair de poule. L'absence de suie dans les conduits de cheminée. De nombreux chercheurs, en s'introduisant dans les anciens foyers des palais, découvrent qu'ils sont viergement propres. On n'y a jamais brûlé de bois. De plus, souvent les conduits de cheminée ne mènent nulle part, ou se rejoignent en un système unique, ressemblant à une ventilation ou à des guides d'ondes. Et si les foyers n'étaient pas des âtres? Et si c'étaient des points de sortie d'une certaine énergie, de chaleur, fournie de manière centralisée ou générée par le bâtiment lui-même? La grille métallique du foyer, les étranges miroirs à l'intérieur, les coupoles sur les toits, les flèches, tout cela fait partie d'une chaîne unique. Nous, comme des sauvages, avons trouvé un micro-ondes et nous avons commencé à y stocker du bois. Et ensuite, nous avons inventé un conte selon lequel c'était ainsi que l'avaient conçu les ancêtres. Nous voyons une falsification globale. Quelqu'un a très soigneusement effacé le souvenir de la catastrophe du milieu du 19e siècle. On nous a glissé une chronologie fausse en étirant les événements. On nous a inventé des guerres pour expliquer les destructions causées par un cataclysme naturel ou technogène. La guerre de Crimée, la guerre civile aux États-Unis. Regardez les photos des villes détruites. Sébastopol, Richmond. Elles ont l'air d'avoir subi une frappe nucléaire ou d'avoir été recouvertes par un tsunami d'argile. Des ruines de type antique sortant de terre. Et sur ces ruines grouillent des gens en uniforme ridicule, avec des fusils primitifs. Ils n'auraient pas pu construire cela. Ils n'ont pu que le capturer et essayer de l'adapter à leurs besoins. Ces salles sans colonnes, ce sont des témoins muets de notre honte et de notre amnésie. Elles se dressent comme un reproche. « Regardez, disent-elles, nous avons été créés par des titans. Et vous ne pouvez même pas reproduire la composition de notre plâtre. Nous avons perdu non seulement des technologies, nous avons perdu nous-mêmes. Nous avons pris le rôle de domestiques dans une maison étrangère, en croyant que cette maison avait été construite par nos arrière-grands-pères à l'aide d'un burin et de jurons. Mais la mathématique, la physique et la logistique sont impitoyables. Les chiffres ne mentent pas, les manuels mentent. Et plus nous scrutons le vide de ces immenses salles, plus nous comprenons clairement. Il y avait là quelque chose qui rendait la vie de nos prédécesseurs féerique en comparaison de la nôtre. Quelque chose qui donnait de la lumière sans fil, de la chaleur sans bois et du déplacement sans charbon. Et ce quelque chose nous a été volé, en échange de belles légendes sur les Bâles et les impératrices. Maintenant,
Passons de la logistique sèche à ce qui fait geler le sang dans les veines. Nous sommes arrivés au seuil le plus dangereux de notre enquête, à la question du but de ces technologies. Si ce ne sont pas des salles de bal et pas des chambres d'habitation, alors quoi? Regardez l'architecture de ces espaces à travers le prisme de la physique des ondes et de la résonance. Des proportions idéales, des terminaisons en dôme, des voûtes en arc, l'absence totale de colonnes amortissant les vibrations au centre. Tout radioélectricien vous dira que c'est le schéma d'un résonateur. C'est une immense chambre acoustique ou électromagnétique. Nous regardons la moulure et voyons des fleurs et des motifs. Mais, et si c'était un schéma? Et si la géométrie fractale de ces décorations était des guides d'ondes, accordés sur certaines fréquences? Nous savons que le son peut léviter des objets. La lévitation acoustique, c'est un fait scientifique. Ces salles pouvaient-elles être des endroits où la gravité était désactivée ou modifiée, où les objets les plus lourds devenaient sans poids? Cela expliquerait comment ils ont construit ces constructions cyclopéennes en général. Ils ne portaient pas les pierres sur le dos, ils contrôlaient les propriétés de la matière à l'aide de fréquences. Rappelez-vous les lustres, ces constructions monstrueuses en bronze et cristal, suspendues à des chaînes de plusieurs mètres. On nous dit qu'on y mettait des bougies. Avez-vous déjà essayé d'allumer 500 bougies à une hauteur de 10 mètres? Pendant que vous allumez les dernières, les premières ont déjà brûlé. Et la cire, elle goutte sur la tête des couples dansants. C'est du délire. Mais si nous regardons ces lustres comme des condensateurs atmosphériques, comme des récepteurs ou des émetteurs d'énergie, tout change. Le cristal, c'est du quartz, un élément piézoélectrique. Le métal, un conducteur. La forme du lustre évoque souvent une bobine d'inductance ou une antenne. Et si ces salles étaient saturées d'énergie, prélevées directement de l'éther, de l'électricité atmosphérique? La lumière s'allumait là, non pas d'une allumette, mais par ionisation du gaz, comme dans les lampes fluorescentes, seulement sans fil. Toute la salle s'illuminait d'elle-même. C'était le soi-disant luminescence froide, dont il y a des mentions vagues dans les légendes. Nous vivons dans un monde de cargo cultes. Nous sommes des sauvages qui se sont installés sur une centrale nucléaire abandonnée. Nous avons vu le tableau de commande avec ses lampes clignotantes et nous avons commencé à prier devant en le décorant de fleurs. Nous avons vu des immenses salles résonateurs et nous avons commencé à y organiser des danses parce que l'acoustique est bonne. Nous copions simplement les formes extérieures, ayant totalement perdu la compréhension du contenu intérieur. On nous a imposé une physique primitive, basée sur la combustion d'hydrocarbures, pétrole, gaz, charbon. On nous vend de l'énergie contre de l'argent. Tandis que ceux qui construisaient ces palais vivaient dans un monde d'énergie gratuite, illimitée. Ces bâtiments, ce ne sont pas de simples boîtes en briques. Ce sont des appareils techniques complexes, intégrés à un réseau global. Les forteresses étoilées, les cathédrales avec leurs flèches, les palais avec leurs coupoles. C'est une chaîne énergétique unique, couvrant toute la planète. Et c'est ici que monte une véritable fureur. On nous l'a volé. Pas simplement oublié, pas simplement perdu. On nous l'a délibérément confisqué. Imaginez le niveau de cynisme. Les conquérants, arrivés au pouvoir au milieu du XIXe siècle, n'ont pas simplement éliminé les porteurs de savoir. Ils ont reprogrammé les survivants. Ils ont démonté l'équipement, ont retiré la garniture des coupoles, ont emporté ou refondu les générateurs que nous prenons pour des monuments ou des fontaines. Et les salles vides, ils les ont données au divertissement de l'élite, pour que personne ne soupçonne même qu'on se trouve à l'intérieur d'un immense circuit intégré.
On nous a forcés à croire que le progrès allait de la mèche à la lampe d'Illich. Mais la vérité est que nous régressons, nous dégénérons. Nous ne pouvons même pas peindre ces bâtiments de manière que la peinture ne s'écaille pas en un an, alors que l'enduit original tenait des siècles. Pensez au métal à l'intérieur des murs dont nous avons parlé. Les liaisons métalliques qui traversent la maçonnerie de briques créent une cage de Faraday. Pourquoi écraner une salle de bal? Pour que les voisins n'entendent pas la musique? Ou pour protéger ceux de l'extérieur des chants puissants qui rageaient à l'intérieur? Ou au contraire, pour accumuler une charge? Ce sont des technologies de travail avec les champs que nous commençons seulement à tâtonner dans des laboratoires fermés. Et à l'époque, c'était omniprésent. Tout le monde était sans fil. Et ces salles vides, sans colonnes, étaient les cœurs des villes. Leurs installations de puissance, leur sanatorium où le son et la lumière restauraient l'organisme au niveau cellulaire. Et on nous a convaincus que là-bas, on buvait simplement du champagne. Cette prise de conscience frappe en plein plexus solaire. Nous ne sommes pas une civilisation avancée. Nous sommes des survivants d'un naufrage qui ont oublié comment manœuvrer le navire et ont commencé à brûler la coque pour se chauffer. On nous a privés de grandeur. On nous a rabaissés au niveau de consommateurs de ressources, alors que nos ancêtres étaient des créateurs de réalité. On nous a substitué la notion même de homme. Dans ces immenses salles, on se sent comme un grain de sable, non pas parce que l'architecte voulait briser ta volonté, mais parce qu'elle n'était pas construite pour des petits hommes avec leurs passions mesquines. Elles étaient construites pour des géants d'esprit et peut-être de corps, pour une civilisation qui pensait en catégories planétaires. Et maintenant, regardez-vous dans le miroir. Qui voyez-vous là? Un descendant de singe, comme le dit Darwin, ou un descendant de Dieu, privé de mémoire et forcé de travailler pour de la nourriture? Chaque détail dans ces salles, c'est une preuve. Les énormes portes, ce n'est pas pour la splendeur, c'est un passage technologique. L'absence de seuil, pour le déplacement de mécanismes sur coussin d'air ou lévitation magnétique. Les miroirs, ce n'est pas pour arranger la coiffure, mais partie d'un système optique de transmission d'informations ou d'énergie. Nous regardons les cheminées complexes avec des écrans métalliques et nous ne comprenons pas que ce sont des émetteurs d'ondes de chaleur fonctionnant du réseau général du bâtiment. Tout cela a été éteint. L'interrupteur a été abaissé il y a environ 150-200 ans. Et le monde est plongé dans les ténèbres que nous appelons maintenant révolution industrielle. On nous a donné la locomotive, fumante, puante, chaudière primitive sur roue, et on a dit « Voici le sommet du progrès ». Et pendant ce temps, dans les dépôts, rouillaient, puis étaient refondus les moteurs sans combustible du passé. C'est un complot du silence, dans lequel participent tous, des enseignants d'école aux académiciens. Mais ils ne sont pas coupables, ils sont eux-mêmes victimes. Ils répètent simplement ce qui est écrit dans les manuels méthodiques descendus d'en haut. Mais qui a écrit ces manuels méthodiques? Qui a gagné cette guerre, a effacé les villes, a enseveli les premiers étages d'argile et a réécrit les chroniques? Celui qui a peur que nous nous réveillions. Celui qui a peur que nous entrions dans une telle salle, nous placions au centre et mettions le son nécessaire, et que les murs se mettent à nouveau à vibrer, secouant la poussière des siècles et le mensonge des historiens. Nous sommes au seuil d'une découverte qui renverse tout. Ces salles attendent. Elles sont vides, mais elles ne sont pas mortes. Elles sont en mode veille. Et peut-être, c'est précisément notre génération qui doit trouver la clé pour les activer.